Évidemment, Patrice, on va parler de comment on peut détecter notre position dans l'espace. Puis évidemment, pour pouvoir, puis on en a parlé dans d'autres épisodes, là, pour être capable de se positionner dans l'espace, il faut avoir 6 coordonnées. En fait, une coordonnée en Z, en X et en Y. Et un coefficient de déplacement sur cette coordonnée-là. Donc, ça prend 6 coordonnées. On appelle ça les 6 degrés de liberté pour se déplacer dans la 3D. Donc, c'est un peu la représentation du cube. Puis, très tôt, on a voulu comprendre comment être capable de savoir ces données-là. Et ça remonte à très loin. Tu sais, on parle que nos appareils ont des GPS, ont des gyroscopes. Ça va surtout être le sujet de ce soir, en fait. Mais les gyroscopes ont été découverts il y a très longtemps. Alors, je vais remettre ma souris. Et voilà. Évidemment, Patrice, tu sais que les toupies existaient dans l'ancienne Chine, même probablement plus loin que ça, probablement à l'époque égyptienne, tout ça. C'est un jouet qui a été très longtemps qu'un jouet, jusqu'autour des années 1700, où on en a fait d'autres choses, puis qu'on a commencé à découvrir un effet très, très, très important d'une toupie. C'est que si on mettait une roue qu'on faisait tourner sur un axe, elle gardait son mouvement. On appelle ça l'effet gyroscopique. Donc, elle va garder son alignement et ou son mouvement tant aussi longtemps que cette roue-là va garder la vitesse qui est là au départ. Évidemment, si la vitesse diminue, l'effet gyroscopique va se perdre, puis éventuellement, on va retomber au sol. Mais si on garde la vitesse, on a l'effet qui va garder et pointer toujours dans la même direction. Et en 1744, John Sersun a eu l'idée d'utiliser une espèce de roue comme ça pour pouvoir la mettre sur un sextant. Donc, c'est l'objet qui sert à déterminer à quelle latitude on est quand on fait de la navigation. Puis, il s'était rendu compte qu'en ajoutant cette espèce de roue-là au sextant, ça lui permettait de garder un horizon artificiel toujours de niveau. Et ça, c'est sérieusement ça coche parce que là, tu as ton bateau qui va suivre les vagues et là, tu perds ton horizon, tu bouges de gauche à droite, tout ça. Et en faisant tourner cette petite roue-là, tu le pointais sur l'horizon, puis une fois qu'il était pointé là, tu pouvais jouer avec ton sextant, peu importe la houle, il gardait toujours sa position. Malheureusement, son invention, même si elle a été intégrée au HMS Victoria, était trop d'avance. Comme je le dis tout le temps, quand tu inventes de quoi trop de bonheur, ça pogne pas. Fait que ça avait pas levé plus qu'il faut. Mais un peu plus tard, t'as Jean-Léon Foucault, un Français, qui a décidé de reprendre le tout. Le concept n'était pas nouveau, là, l'effet gyroscopique, les gyroscopes. Puis lui, il s'était rendu compte de l'effet Coriolis. Je sais pas si tu es à l'aise avec ça, Patrice? Non. L'effet Coriolis, c'est lorsque tu es sur un corps en mouvement rotatif comme la Terre, même si tu penses te déplacer en ligne droite, l'effet de rotation va te déporter dans la direction où tu vas. Fait que c'est un peu, je sais pas si tu as sûrement vécu ça quand tu étais jeune, il y en a de moins en moins dans les parcs parce que les jeunes se sont cassés la gueule avec ça. Mais tu te rappelles les espèces rotards, les roues qui tombent, qui tournent. Ouais, puis là, on se tenait dans le milieu, puis on se donnait une poussée, puis on tournait là-dessus. Si tu essaies de te déplacer là-dessus, tu vas faire une espèce de courbe. Et lui, dans ses recherches, il s'était rendu compte que si on faisait pivoter une roue à très grande vitesse, sa roue a tourné à plus de 200 tours minute. Là. Rappelez-vous, on est en 1851. On n'a pas. L'électricité est encore en mode on essaye à gauche et à droite. On est très, très loin d'avoir développé quelque chose. Encore moins les moteurs. Puis lui, il a réussi à prouver qu'en faisant tourner sa roue, le gyroscope, Patrice, se déplaçait un peu plus d'1 degré à l'heure qui correspond à la rotation de la planète. Donc, il avait prouvé par l'effet gyroscopique que la planète elle tourne, tout simplement. Et à Paris, il y a d'ailleurs un pendule qu'il a construit que toi, tu as été à Paris, je pense. Non, j'ai jamais été à Paris. Tu n'as jamais été à Paris, je pensais. Jamais allé en Europe. Paris, au musée du Louvre de mémoire, je me trompe peut-être, vous me corrigerez, il y a le pendule de Foucault
qui est un Oui. énorme pendule, une grosse boule de métal avec une espèce d'immense cadran solaire. Et ce pendule-là, il laisse aller, puis étant donné qu'il y a un effet Coriolis, même s'il va en ligne droite pour l'observateur qui regarde l'objet, ben, à chaque certain nombre de minutes, il va finir par décrire une courbe et se faire un 365 degrés sur une journée. Ah Donc, oui. puis c'est gradé tout le tour de cette espèce de cercle-là et ça indique l'heure. Donc, c'est un peu comme une horloge. C'est excessivement bien fait. Donc, c'est le monsieur qui a découvert ça, puis évidemment, s'ensuivit toute l'explosion de développement mécanique du début du siècle. Jusqu'à 1866, on décida, évidemment, la marine anglaise, d'incorporer dans des torpilles Whitehead un gyroscope. Oui. Ce qu'on appelle en anglais une flywheel. C'est pas tout à fait un gyroscope, c'est plus une roue métallique qui tourne à très grande vitesse. Et ça a permis de franchir la précision au niveau des torpilles de quelques centaines de mètres à plusieurs milliers de mètres. Donc, la torpille était capable de garder son horizon artificiel puis sa direction au moment où on le tirait. Donc, elle partait pas complètement à gauche ou à droite. Et au début des années 1915-1920, ben, on les a incorporés dans les nouvelles versions de torpilles, les Howell, qui étaient beaucoup plus efficaces, beaucoup plus effilées, puis qui allaient beaucoup plus rapidement que les Whitehead. Oups, c'est passé deux choses. On voit ici le début de l'installation des gyroscopes. On le voit dans la capsule Apollo. On a le IMU, le Inertial Measurement Unit, qui est l'unité de mesure inertielle. Et c'est littéralement un gyroscope qui travaille sur 3 axes avec des roues qui tournent à très grande vitesse à l'intérieur et tout un système de calcul pour garder le positionnement. Puis c'était utilisé surtout lorsque la capsule allait passer dans la partie cachée de la Lune, c'est-à-dire quand elle tombait dans l'ombre de la Lune, ben, comme la partie communication, puis direction, puis ces choses-là n'étaient plus disponibles, ils avaient comme une redondance avec cette unité-là, donc ils étaient capables de garder le cap, puis de faire des calculs, de se réaligner sur les étoiles, ces choses-là. Donc, ça a été hyper pratique. C'est quand même une grosse pièce. Là. On parle d'une affaire qui pesait presque 200 livres. Là. Patricia, on a perdu ta caméra. On la Ah perd, oui? elle revient. Oui, oui. Donc là, on ne l'a pas présentement. Tantôt, tu étais gelé. Mais on a encore ton son. Donc, c'est comme si ton lien de caméra n'est pas fonctionnel dans Firefox ou peut-être qu'il fait trop chaud. Dans Chrome. Test. J'ai une petite fenêtre en bas. J'ai un lien noir là, dans ton cas. Là. Je vais mettre mon autre caméra temporairement. Est-ce que tu me vois? Pas encore. Parce que moi, je me vois dans ta fenêtre iCam. Là. OK. Moi, je te vois en noir dans le live et je te vois. Ouais, c'est sûr que tu me vois parce que c'est dans l'autre sens, mais de toi vers moi, c'est noir présentement, là, au niveau de ta caméra. OK. Puis toi, t'as pas mon feed. J'ai ton son. Ton son est live, mais j'ai pas le feed vidéo. Sniff. Ben écoute, sans moi. Là, ça fonctionne. J'ai une si je remets mon autre caméra, est-ce que je reviens? Oui. Bon. Je pense qu'il fait trop chaud. Je vais aller ouvrir la fenêtre. Donne-moi 2 secondes. Oui, c'est bon. On va faire un peu d'air. Voilà. Alors, je disais, le ICU, le IMU, ça pesait presque 200 livres, cet objet. C'était quand même très, très lourd. Oui, oui. Et puis, je vais vendre un petit punch, là, mais tantôt. Je vais vendre un petit punch, mais tantôt, j'ai une vidéo où quelqu'un démonte un gyroscope d'un Boeing 737. On va regarder ça tantôt. What? Alors, je continue. Oh, je sens la fraîcheur. Ouais. Ici, on voit le module Z1 Trust de la station internationale dans lequel étaient embarqués tout plein d'éléments
pour contrôler l'altitude et la direction de la station internationale. On a des thrusters, c'est-à-dire des genres de petits moteurs à gaz qui permettent, en cas de besoin, de repositionner ou d'élever l'altitude de la station. Mais on a 4 gyroscopes à moment angulaire qu'on voit à gauche, là. Chacune de ces roues-là, Patrice, pèse 600 livres chacune. Et la roue à l'intérieur qui roule pèse 200 livres et vire à 6000 tours minute. Fait que tu comprends que si ça se met à wobbler, ça peut être dangereux, tu comprends? Non, c'est clair que c'est comme... Tu comprends? Tout peut se démonter. Dans notre laveuse, notre sécheuse, c'est pas pire, mais... Tu comprends? Tu veux pas que ça arrive là. Non, c'est ça. Et chacune de ces roues-là peut se tourner, Patrice, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Elles peuvent se repositionner. Et la façon que ça fonctionne, c'est que chacun de ces gyroscopes-là va à lui seul avoir un moment cinétique, un couple dans une direction donnée, et en additionnant, mettons, en pointant les 4, comme dans la composition qu'on voit actuellement, leur moment, leur couple s'annule en termes d'effet sur l'extérieur. Puis si on les positionne dans des configurations d'un bord, de l'autre, deux en haut, deux en bas, on va créer une force qui va être plus vers le haut, plus vers l'avant, plus vers la gauche, plus vers en bas. Et cette force-là doit généralement être en équilibre avec ce qu'on appelle la force ils appellent ça le drag, le air drag, l'atmosphère qui ralentit la station, parce qu'il y a quand même un peu d'atmosphère dans l'espace, et la gravité qui tend à vouloir amener la station. Donc, ces deux coefficients-là qui retiennent à cause de l'air puis la gravité, ben avec ces roues-là, on les positionne d'une façon à avoir un moment nul, si tu veux, d'avoir une espèce d'équilibre. Et quand on voit que la station perd de l'altitude ou prend pas la bonne direction, ces choses-là, on va faire un mouvement dans ces espèces de grandes roues-là. Et l'espèce d'effet de couple qui va être appliqué va faire que la station va se remettre à prendre l'altitude en fonction. C'est un petit effet, mais sur une station immense, dans la pesanteur, c'est suffisant pour déplacer. Oui. Par contre, quand on a ce qu'on appelle un amarrage de capsule Soyouz, la station va devoir se tourner sur son flanc pour pouvoir accueillir dans la rotation de la Terre la capsule Soyouz, et elle va se retourner. Et quand elle fait cette manœuvre-là, elle ne le fait pas avec ces disques-là parce que c'est trop long, là. Elle va utiliser la partie propulsive avec des gaz pour pouvoir repositionner. Donc, vous voyez à quel point c'est utile. Et ceux qui ne le savaient pas, c'est ça qui dirige la station, mais c'est aussi ça qui était dans Hubble, Patrice, et qui est dans Hubble, qui permet à Hubble de changer vers où il pointe. Donc, tout dépendant de la vitesse de rotation et le moment qu'on va y donner. Donc, si on le dit tourner d'un coup, comme je vous ai dit tantôt, les gyroscopes gardent toujours une position. Si je le force à tourner, l'objet dans lequel il est va avoir une force opposée dans l'autre sens. Donc, je viens de le faire tourner dans l'espace, ce qui est simplement génial. Oui. Et on arrive à la création dans le domaine électronique des MEMS, donc des microsystèmes électroniques électromécaniques. C'est des petites puces qui nous permettent d'avoir des informations sur notre positionnement dans l'espace. Il faut savoir que dans le développement des MEMS, ça a commencé autour des années 60, tranquillement, pas vite. Évidemment, pour le domaine militaire, le domaine des avions de chasse, ces choses-là. On avait au départ souvent un compas. Donc, on avait une partie qui était capable de nous donner le nord magnétique. On avait souvent un accéléromètre. Donc, on avait, un peu comme vous voyez à l'écran, l'espèce de quadrillage jaune, bleu et orange. On en avait un plus simple qui était capable de nous donner l'espèce de force G inverse à la poussée. Donc, on avait une idée de la direction qu'on prenait et de la vitesse. Et tranquillement, pas vite, évidemment, on a voulu développer un peu plus loin et ajouter d'autres types de capteurs, entre autres des capteurs qui étaient sensibles sur les 6 axes, donc autant en rotation qu'en déplacement horizontal de gauche à droite. Et aujourd'hui, c'est ce qui occupe la plupart de nos appareils.
Je vais laisser la petite animation pour qu'on comprenne bien. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a des pièces mobiles. C'est microscopique en passant, ma gang de vous autres, là. Oh, oui. On a des pièces mobiles avec des détecteurs, des capaciteurs qui vont détecter la différence de potentiel entre la partie qui bouge pas, la partie bleue, et les autres parties. Et tout dépendant le mouvement, comme dans l'image, là, l'objet se déplace vers l'avant. Ben, on va être capable, en détectant les déplacements de cette grille-là, savoir est-ce qu'il est en train de tourner, est-ce qu'il est en train d'accélérer, est-ce qu'il est penché vers l'avant, vers le côté, ces choses-là. Et c'est ce qui fait partie de nos appareils aujourd'hui, qui nous permet d'avoir une idée dans quel sens notre téléphone est et tout plein d'autres choses qu'on va parler après. Patrice, c'est quoi le premier appareil qui était équipé d'un gyroscope? Je pense Le que premier c'était... appareil téléphonique, excuse. Ah, téléphonique. OK. Parce que là, je m'en allais plus loin que ça. Là. Mhm. Le premier, oh boy. C'est pas l'iPhone. Ça doit être avant l'iPhone. Là. C'est l'iPhone, C'est Patrice. l'iPhone le premier, Ouais, ouais. il y a eu quelques tentatives là, avant l'iPhone. Ils avaient incorporé les modèles avant le compas. Ça, c'est logique. Ouais, ouais. Ils ont l'accéléromètre, donc ils sont capables de déterminer s'il y avait une accélération. Et avec l'iPhone 4, ils sont arrivés en grande pompe avec le gyroscope là, qui permettait d'avoir une idée des 6 angles possibles. Puis on voit Ah oui, c'est le qu'on 4. est Oui. on voit, là, ça te dit quelque chose, hein? Oui. On voit que pas mal toutes les grandes entreprises, Apple, Microsoft, Nintendo, puis c'est-tu BlackBerry? On Sony, voit. étaient Sony. tous en train de travailler sur parce que tout le monde, à un moment donné, tu as un équipementier qui sort une puce. À l'époque, c'était le système électronique. Voici une nouvelle puce qu'on est capable de faire. Ben là, tu as un paquet de monde dans les compagnies qui font Hey, wow, on travaille là-dessus, on développe de quoi? Ben oui. Fait que tout le monde se sont pitchés à peu près au même moment, fin des années 90, sur le chose. On a Nintendo qui avait pris une longueur solidement d'avance avec sa Wii. Ça remonte la télécommande Wii, là, qui permettait Oh, oui. de jouer à des jeux. Mis un Et avant, là, justement. tu comprends, ça a comme fait penser à Microsoft, à Apple, tout ça. Microsoft était saprement en retard, ce qui n'est pas surprenant. Là. Il dormait au gaz. Puis, ben, évidemment, Steve Jobs avait compris que c'était winner et il a décidé d'en incorporer l'iPhone 4 d'un gyroscope. Et là, évidemment, on est au keynote à la présentation du iPhone 4 et il va nous expliquer que ben, c'est révolutionnaire. On vient d'insérer un gyroscope dans un téléphone. Il faut comprendre que la plupart des gens dans la salle, même ceux qui sont très habitués, sont en train de se demander, mais pour que c'est tu veux mettre ça dans un téléphone? Ouais, watch out, là. Là, il nous explique que il peut comprendre les 6 axes, les moments angulaires, il est capable de détecter la vitesse. Il y a une nouvelle API de programmation qui va être disponible pour tout le monde, qui est le Core Motion. Donc, les développeurs de jeux vont comme Oh, OK, ouais, peut-être. Et là, il va nous faire une petite démonstration de avant l'iPhone 4, quand il utilisait juste l'accéléromètre. Ouais, la petite vidéo, ça s'en vient. Donc, on a un jeu de Jingle, c'est ça, Jingle? Ouais. Le jeu où on enlève les pièces, là. Puis il dit, avant que l'accéléromètre, on est capable de détecter les mouvements de mon téléphone. Tu sais, je bouge à gauche, à droite, c'est capable. Mais si je veux essayer de tourner autour du téléphone, autour de l'objet, je peux pas. L'accéléromètre permet pas de me déterminer ma position par rapport à l'objet dans la démo. Donc là, il dit, je vais mettre un petit crochet pour activer le nouveau gyroscope dans le téléphone. Et là, regardez bien la magie. Il va pouvoir se déplacer autour de l'objet, choisir l'angle qu'il regarde. Et là, tu as tout le monde dans la salle qui est ouh, waouh, wow. Évidemment, il capote. Puis ça ouvrait tout un nouveau pan parce que là, les gens ils ont une preuve de concept dont on peut faire des jeux, mais ça va plus loin que les jeux. Ben oui. Ça... Puis on voit en bas la puce qui paie l'iPhone 4 et on voit en grossissement, pas très gros, je m'en excuse, mais l'espèce de quadrillage que vous aviez vu qui bouge librement dans l'appareil, dans la puce, évidemment,
Là, il a fait rire tout le monde dans la salle parce qu'il était pas très bon. Non, non, non. Mais bref. C'était la présentation. Où se retrouvent ces capteurs de déplacement-là? Ben, partout de nos jours, Patrice. On en a, on le sait. Pour ce qui est des jeux, c'est d'une évidence. On a tous joué à des jeux de course en déplaçant notre téléphone. Et là, il y a des jeux de tir à la première personne qui sont très, très efficaces avec ça à cette heure, que même, à la limite, c'est beaucoup plus efficace que de tirer qu'une souris parce que c'est plus naturel de déplacer notre téléphone. Mais depuis 7, 8, 10 ans, on a les stabilisateurs d'image qui utilisent... Ah, ma montre me dit qu'elle n'est pas d'accord. Merci, Apple. Et depuis quelques années, on a intégré dans la stabilisation d'image les capteurs inertiels, les capteurs de gyroscopiques des téléphones pour contrer les tremblements que l'utilisateur a sur le téléphone. Et là, on fait un calcul assez simple en disant, ben, ce tremblement-là que tu es en train d'avoir, tu le détectes avec ta puce, tu as un graphique du tremblement, ben, va manuler artificiellement dans ton image cet effet de tremblement-là en appliquant un correctif mathématique, blablabla. Et c'est ce qui a permis la venue de plus en plus de capacités Samsung et Apple qui se font compétition à chaque téléphone mais regardez à quel point tu peux courir avec ton téléphone, débouler l'escalier, puis que ça va rester drette. Oui. Puis juste pour faire du millage, là, on revient à ta présentation, là, mais juste pour faire du millage, là, je vais juste présenter quelque chose. Là. La fameuse Steadicam, là, oui. Ben, ça avait été utilisé dans Return of the Jedi. Il y a un gyroscope là-dedans. Ben oui, pour être capable de filmer certaines séquences. Donc, déjà dans ces années-là, le concept de stabilisateur d'image avait été inventé. Il était utilisé au niveau du cinéma là, dans les années, ça c'est 87, 88 dans ces coins-là. Là. Donc, ça date pas d'hier. Là. C'est nice. Fait que c'est ça. Fait qu'on a de plus en plus de l'utilisation de ces capteurs-là, de ces MEMS dans les téléphones pour stabiliser une image. On a évidemment les jeux. On a depuis peu la détection de chute, donc l'Apple Watch, les téléphones. Et ça a été pas super parce que, ben, on sait, là, tout le monde se faisait appeler le 911 après avoir été une raid à la ronde, ces choses-là. Parce qu'évidemment, c'est un algorithme qui apprend un déplacement ultra rapide dans une direction Y, X ou Z qui est anormal par rapport à ce qui se passait auparavant. Donc, il va détecter, et là, on essaie d'entraîner les Apple Watch à détecter cette espèce de pattern, cette signature de mouvement-là, un peu comme un tremblement de terre dans lequel on essaie d'analyser les courbes de mouvement. On a fait la même chose. Évidemment, on est encore un peu balbutiant dans le domaine, ce qui veut dire que parfois, on détecte pas le contexte du mouvement. Tu es en train de te faire brasser d'un manège. Ben, c'est peut-être normal. Et là, c'est là qu'en ce moment, on est un peu moins bon. On ne sait pas quand est-ce. On est dans une vraie situation versus une fausse, mais probablement que l'intelligence artificielle va rentrer là-dedans puis aller justement mettre du contexte. T'es à quel endroit en ce moment? Tu es dans un parc de ronde. J'ai ta montre, je vois que ton pouls, tu sais, là, j'émets des hypothèses. Je vois que ton pouls n'a pas changé, ou très peu, ou whatever. Tes constances sont pas. Tu sais, je peux pas relier ta constance avec un effet de chute ou de catastrophe de je viens de me casser la gueule. Donc, tu sais, ils vont entraîner éventuellement les algorithmes pour que ça soit plus efficace, ce qui n'est pas encore le cas. Ou les algorithmes, c'est-à-dire les appareils vont utiliser les algorithmes pour apprendre sur ton comportement puis détecter qu'est-ce qu'il y en est un, qu'est-ce qu'il n'y en est pas un. Là, tu sais. Exact. Ma mère qui tombe en bas du divan, on n'est pas devant la même gravité que moi qui tombe en bas du divan. C'est ça. Exact. On a aussi, depuis peu, surtout les Ultra et certaines haut de gamme, les watch haut de gamme, on a la détection du type de sport qui va jusqu'à la détection du type de nage. Donc, on a entraîné la montre à faire la différence entre, tu sais, ou on n'a pas le même mouvement. Donc, au niveau de l'accéléromètre,
on va avoir un tracé qui est complètement différent de si on fait du brawl ou si on fait un autre type de nage. Donc, le système est capable d'auto-détecter que tu es en train de pratiquer tel type de sport et va donc s'activer. La même chose avec le vélo. Ça a l'air un peu con, mais tu sais, un cycliste va faire un mouvement qui ressemble à ce que je fais en ce moment. Donc, cette espèce de mouvement-là finit par être détecté puis être analysé comme étant, ben, tu es en train de faire du vélo versus tu es en train de faire de la course, qui est un autre type de mouvement. Donc, les algorithmes sont de plus en plus efficaces à permettre ça. En fin de semaine, on est allé faire du vélo sur la rive sud et j'étais avec ma conjointe. On avait chacun notre montre. On l'a parti en même temps. On a fait, je l'ai suivi tout le long. Puis c'est elle qui est en avant parce qu'elle a besoin de s'entraîner, donc elle travaille plus fort parce que c'est elle qui me coupe le vent. Donc, je la suis. Le soir, on regarde nos résultats et je m'aperçois qu'elle allait plus vite que moi. Là, je me disais, OK, comment qu'elle peut aller plus vite que moi quand je l'ai suivi tout le long? Sa grandeur par rapport au mouvement qu'elle faisait, non? Ben, je sais Non, pas. il y a GPS. Probablement, elle, sa montre est un peu plus récente. Est-ce que l'algorithme est un peu plus précis? La mienne l'est un peu moins. Bon, peut-être que c'est ça qui pourrait expliquer, là, mais c'était juste drôle à dire, hey, j'allais plus vite que toi. Oui, mais je te suivais en arrière. On suivait, ça peut pas, mais ça se peut C'est pas. ça. C'est ça. On a aussi, depuis peu, la possibilité, surtout sur Google Maps, Plan va sûrement emboîter le pas, la possibilité d'utiliser son téléphone pour avoir des directions en temps réel avec la caméra puis la carte devant toi. Donc, on peut tenir le téléphone en position debout et la carte va se mettre en position couchée dans le téléphone, puis on va être capable de voir les rues dans lesquelles, avec un chemin 3D dans lequel on peut suivre. Et la même chose s'applique pour un centre d'achat. Donc, je me promène dans un immense centre d'achat. Je vais être capable de me positionner avec le Wi-Fi, les Bluetooth, ces choses-là. Et ben ça, c'est pas possible, Patrice, s'il n'y a pas une puce, une MEMS à l'intérieur qui est capable de dire que le téléphone est en position debout, qui est présentement aligné sur l'azimut 210 et qui a un déplacement correspondant à 0,5 G, donc il est en train de marcher d'un pas, il est à pied, donc je déclenche le type de cartographie de quelqu'un qui est en train de se promener à pied. Sans ça, ben on ne peut pas se rendre là, Patrice. Non, c'est clair. Et là, si on va aller dans le futur, ben évidemment, on l'a vu la semaine passée, Patrice. Là, on combine d'autres technologies avec ces puces-là. Donc, évidemment, dans le casque Provision, vous avez à coup sûr une MEMS. Oubliez le projet, là. Vous avez un compas, une MEMS, un accélérateur, un accéléromètre. Mais vous avez en plus, Patrice, quel autre capteur qui vient faire toute la différence dans l'histoire? C'est pas un capteur, c'est un... Ben oui, c'est un capteur. Oh boy, c'est-tu... Je sais pas. Donne ma langue au... Le lidar. Ah ben oui, on en a parlé souvent. Donc, le lidar qui vient cartographier physiquement l'espace devant lui pour être capable de déterminer je suis à X pieds du mur, donc avec une lumière laser qui vient balayer, puis une lentille qui reconnaît le temps de parcours entre le laser et l'espèce de rebond qui se fait sur l'objet devant soi, ben, vient se faire une cartographie dans laquelle il est capable de se positionner de manière ultra précise dans son environnement. Où est-ce que ça va nous mener, Patrice? Est-ce qu'on peut, on voit tranquillement pas vite, Android puis Apple développer, on a vu dans la présentation de iOS 17, la possibilité pour une personne non-voyante d'avoir son téléphone devant elle, puis de détecter une porte, détecter une personne. Le téléphone va le dire, c'est ça. Mais est-ce qu'on va pouvoir pousser plus loin pour être capable de dire sur une carte dans un centre d'achat avec le lidar, t'es rendu devant la boutique Ardennes? Ouais, ben techniquement... Tourne-toi vers la droite? Oui. Ben, tu peux avoir de la reconnaissance au niveau des images. Deux, tu as le Bluetooth qui peut être utilisé pour envoyer un signal, dire c'est moi qui est là. Donc, l'appareil sait par rapport au signal Bluetooth Low Energy. Là. Donc, ouais, effectivement. Là. Fait que avec ça, puis imagine qu'éventuellement,
On a des casques, là, on a le Provision qui est quand même assez, puis là, je vais dire quelque chose de gros, là, assez bulky. Là, il y a un paquet de Oui, monde qui vont me lancer des flèches puis ils vont me dire, ben voyons donc, c'est le moins bulky de toutes les casques. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas à l'étape d'avoir un peu comme les Google Glass, là, où tu te mets c'est une ça. paire de lunettes cute puis qu'elle pèse rien puis qu'elle change rien à ton look. On n'est pas encore là. Non, non, non. Mais imaginons que dans 10 ans, probablement qu'on va être assez proche de ça, on va peut-être être capable d'avoir une paire de lunettes stylées qui nous permet de voir notre environnement en réalité augmentée, comme vous voyez dans l'image. Et là, imaginons qu'on se déplace dans une ville et qu'en tout temps, ta paire de lunettes a une idée de ton orientation, dans quelle direction tu pointes, te propose des aides visuelles qui t'aident. On tombe dans une utopie, une utopie infographique ou Ouais. électronique. Je ne sais pas Apple si je devient un vais aimer ça. opticien. Hein? Apple devient un opticien. Tu arrives avec ta prescription, puis il t'envoie tes lunettes à ta vue. Hey, Déjà t'imagines avec la lentille qui s'auto-ajuste, puis tu zoomes, tu oh, oui. regardes. Oh, oui. Le nouveau Apple Glass HD Vision Pro Retina qui te permet de voir 10 times zoom. Là, tu fais juste regarder dans l'écran. Là, Ouais, ouais, ouais. tu vois l'autre. Hey, wow. Écoute, non. Mais on blague, mais ça va arriver, c'est sûr. Ah, ouais, Il va il avoir ce il y a casse-là. assez de surface sur les lunettes là, pour mettre de la batterie, pour mettre des chips, pour mettre un paquet de bebelles. Là. C'est la beauté Mais tu des. sais, je dis souvent, je t'ai-tu parlé, Patrice, de l'espèce de, comment on appelle ça, le concept, là, j'ai pas le nom. Je t'ai déjà parlé du schéma d'une table, puis qu'à un moment donné, quand tu arrives au maximum de développement de la table, tu peux plus rajouter rien. Je sais pas si tu t'ai déjà parlé de ça. Non, non, non. Ben, quand on développe le design d'un objet, mettons une table, tu sais, on a l'espèce de d'archétype de la table. Un archétype de la table, c'est une planche 4 pattes. Oh, oui. Puis, ben, éventuellement, on développe toutes sortes de tables. Une table haute, table basse, en bois, en vitre, en métal, les pattes plus accrochées, 3 pattes au lieu de 4, nanana. Mais plus on développe la table, on arrive à un moment donné où l'épaisseur d'une table, sa hauteur, l'empattement, pour fitter avec l'humain, on a atteint le maximum de Oh, oui. développement de cet objet-là. On ne peut plus l'auto-développer, ajouter des nouvelles features. Fait que, pour la plupart des comptoirs, des tables, c'est un 33, 36 pouces ou quelque chose du genre du C'est sol. ça, c'est ça. Puis c'est conventionnel, partout sur la planète. Tu arrives avec une table qui est à 40 pouces, puis le monde se sent inconfortable, ils sont pas abonné. Ah mon Dieu, ta table est bien bizarre. On a le même phénomène pour tout. Puis actuellement, ce qui vient bloquer les développements de ces technologies-là, on a un phénomène, c'est la capacité de retenir par gramme de puissance les batteries. Oui. Parce que, pour faire marcher l'appareil que Apple propose, on a besoin d'une pile qui est ça de grosse, puis ça marche juste 2 heures. Mhm. Mais imagine que on commence à parler de batteries nucléaires miniatures, là, ce qu'on appelle des diamants nucléaires. Ça commence en passant. Tu Oh, relire oui, là-dessus, oui, oui. les batteries de diamants, c'est NB. En tout cas, c'est de développement en cours. Ils peuvent durer 10 000 ans puis ils te donnent 2-3 volts. C'est pas encore suffisant. Oh, oui. Très peu d'ampérage. Mais imagine que dans un avenir rapproché, il y a quelqu'un qui fait une espèce de découverte dans 1 an puis qui fait qu'on passe de typique batterie lithium-ion, puis qu'on peut la rapetisser à la grosseur d'une pile de montre, puis qu'elle a la même capacité qu'une batterie lithium-ion. On n'est plus dans le même domaine pour le design de tout ce qui est autour de nous, là. C'est qui donc? C'est Toyota qui annonçait une nouvelle batterie pour leurs autos qui permettrait une autonomie genre 1200 km à peu près. Ah Là. oui. Fait que t'imagines, demain matin, Oh, on a oui. une mini batterie, là. Ton design, ta espèce de lunette que tu veux développer. Là, tu te fais, OK, j'ai plus le bug ouais, mais j'ai 20 minutes d'énergie. Puis au pire, dans la version 1, tu as un petit fil qui s'en va vers Ouais, quelque c'est chose ça. que tu as dans ta poche, puis on démarre avec ça, là, tu sais. Mais ça va venir. Ça va Oh, oui, venir. oh, Fait oui, qu'on oh, oui. s'en va vers là. Fait que
plus le futur s'enligne devant nous, plus on va avoir en permanence la capacité de savoir où on est dans l'espace puis dans le temps de manière précise. Il y a des nouveaux gyroscopes qu'on appelle des gyroscopes par laser, dans lesquels on va envoyer 2 faisceaux laser, un peu comme le détecteur LiDGO là, qui permet de détecter les ondes gravitationnelles. On envoie des lasers dans 2 directions, le même laser qu'on split en 2. Et tout dépendant si le laser 1 dévie par rapport au laser 2, on est capable de détecter au micronième de mètre un déplacement dans un axe X ou Y, puis on peut avoir 2 ou 3 lasers pour avoir les 6 axes. C'est ce qui est en train d'équiper actuellement les appareils les plus récents, donc les chasseurs F-35, tout ça. Ils n'ont plus de gyroscope à flywheel. Là. On est rendu au gyroscope laser. Fait que c'est ça, Patrice, pour ma présentation sur les gyroscopes de cette semaine. Super intéressant. C'est un sujet où j'étais pas à l'aise au départ, mais plus je lisais ou j'écoutais des petits clips sur le sujet, plus je me disais « Oh, ouais, c'est vrai, c'est vraiment cool. » Donc, j'ai essayé de donner un autre angle. Il y a des sujets que tu as abordés que je n'aborderai pas, mais on va démarrer avec quelques vidéos. J'ai quelques petits clips que j'ai assemblés, dont un qui est finalement l'ouverture d'un gyroscope d'un Boeing 737 qui est vraiment cool. On va regarder au moins le début. Je l'ai gardé pour la fin parce que si jamais on voit que c'est trop long, on l'arrêtera puis on passera à une autre vidéo que j'ai. Là, mais c'est vraiment cool comme vidéo. Donc, on démarre avec le premier qui est un peu un sommaire. C'est en anglais. C'est bien fait, par exemple, de comment le gyroscope a été utilisé à travers les années. Donc, c'est un bon sommaire qui va revenir sur un certain nombre des éléments que j'ai peut-être traités un peu en surface. C'est ça. Fait qu'on va regarder ça et on va pouvoir commenter en même temps. High-powered rockets. Les V2. Astronauts training for worst-case scenarios. On a regardé le même docu. Ah oui. The Hubble telescope. Il est bien fait. And even the Mile High Club. What do they all have in common? A gyroscope. But it's not just space and sex. Gyroscopes are also in your phone, on your wrist, and in the car. In simple terms, a gyroscope is a device that resists changes. Patrice. Je pense que c'est Volkswagen ou Mercedes, je suis plus sûr, un des 2 constructeurs au début des années 80-90, a ajouté un accéléromètre avec un gyroscope dans ses voitures de luxe pour être capable de détecter quand l'auto se déporte, pour être capable de corriger le mouvement de la direction pour éviter qu'il y ait un roulis pour que l'auto se retourne, et c'était hyper efficace. Probablement, ça a été développé en Formule 1 puis ils l'ont amené après ça sur le marché de la consommation. Là. To its orientation, thanks to a wheel that spins freely around an axle. That ability has spun the gyroscope into so many important inventions in the last 2.5 centuries. It's easy to see how the basic principle of a gyroscope works with something that you probably already have at home, a bike wheel. So I've taken a standard wheel and I've put 2 pieces of string either side. Now, when I drop 1 piece of string, the wheel just falls straight down thanks to gravity. But if we give the wheel a spin, it's like magic. Bill Detweiler cracked stuff open for CNET and has watched the gyroscope evolve firsthand. I've been taking technology apart for more than 20 years, and it amazes me that components like gyroscopes that were once the size of a big TV can now fit into a watch. So how did the gyroscope go from rockets to pockets? Well, it all started with the iPhone. We're adding a 3-axis gyro that's built into every iPhone 4. That was back in 2010, but the gyroscope's building blocks have been around for a lot longer. Remember the spinning top you used to play with as a kid?
Ancient cultures also used them for entertainment, but it wasn't until 1744, when the HMS Victory set sail, that the gyroscope really started to take Ça shape. revient sur ce que tu avais expliqué. c'est ça? Scientist John Totalement. Serson noticed that a spinning top stayed level even when the surface was tilting, which made it ideal for an artificial horizon even on rough waters. Unfortunately, Serson, along with his invention and crew, were all lost, and his idea was pretty much forgotten about until 100 years later. Leon Ce qu'on peut faire Foucault's cependant, c'est prototype aller tout de used a suite au spinning deuxième disc vidéo, mounted in si c'est gimbals exactement with ce que fitted tu as parlé, ouais. supports that kept its orientation no matter On va how aller the au base moved. deuxième qui devrait So the être modern pas long. gyroscope was finally born. Was to put a gyroscope in a And yes, Agence I'll just get européenne. this gyroscope Oh, here. wow. And it's just a toy gyroscope, really. But of course, in zero gravity, if you knock it, it's going to tumble, it's going to move around like any object up here does. However, if I get this spinning, just give me a second. C'est vraiment cool. Checkez bien ça. So once the gyroscope is spinning, you can just see how stable it becomes. And however I knock it, it's not going to change its plane. It's going to remain in the same plane. I can put it physically into a different plane and tap it again, but it will still hold that same plane, and it's much more stable. So it just gives you an idea of how we use spin stabilization and gyro stabilization for control on board the International Space Station. Fait que c'est un peu ce que tu expliquais tantôt. Là. Ouais, Donc, mais en visuel, vraiment plus intéressant parce Ouais, qu'on ouais. voit vraiment, il garde sa position. Bon, là, on va regarder le démantèlement, Ah, l'ouverture wow. d'un gyroscope d'un 737. On en a quelques minutes où c'est vraiment intéressant. Après ça, on verra si on continuera ou non. J'ai d'autres vidéos après ça. For you, it seems it received quite a lot of modifications. Donc, le gars parle comme Pépé Le Pew. Donc, C'est je un vous- Français qui essaie de parler anglais. là. C'est ça. Because the letters are stuck to the P or Q letter here, well before R. So it was modified quite a few times. You can see Donc, ce que je viens de comprendre, là, c'est que sur les plaques de métal, à chaque fois qu'ils modifient quelque chose, ils mettent un X sur une des lettres. Donc, On est rendu à la lettre M ou... non, ils sont rendus à R. Donc, ils ont fait de A à P, parce qu'il n'y a pas la lettre Q, là, donc de A à P comme modification. Donc, c'est une façon simple de dire, on a apporté une modification, boum, on punch une des lettres pour montrer la séquence. the weight, the serial number, quite a big one, made by Sperry in Phoenix, Arizona, and it is quite fun. This manufacturer label is actually bolted in place, so there is a warranty sticker here. Interesting. Here we have what seems to be some settings. You can access with a screwdriver, and you can turn probably a multi-rotary switches. But there is no label or whatsoever. Je pensais que je Tell parlais what mal they do. anglais. Mais... Ah oui. And this must be some light, maybe even a LED, not sure. So on the bottom there is just a plate with nuts, with bolts and screws. And you can see this whole thing is more or less heatsink. So on the top the other stickers, handle tenderly, very tenderly, delicate Manipuler instrument. tendrement. Oui. Repair tag from BF Goodrich Aerospace in Fort Lauderdale, BF Goodrich, Lauderdale, Florida. ils font des It was pneus. repaired in 1995 Peut-être qu'il y avait une flotte and d'avions pour one transporter handled le with pneu. care. Ah, And non, mais c'est apart from Aerospace. that, Ils ont l'air d'avoir une it division is Aerospace. all. Now I can remove the top cover. The top Okay, cover so is actually I about did to be already open removed. it because I was too curious and I could not wait. So it was under vacuum. Me too, I could not It wait. is why you have all these screws all around. There was a seal
There is a seal even, and here must be the vacuum filling port, or air emptying rather. There is a little screw in the middle, and there is a valve, it seems, inside, and it is a Bristol spline screw, so it is a lock. I did order this case, because if I want to put again vacuum in it, it will be necessary. So, what do we have inside? Will it be very beautiful? Will it be boring? Ta-da! So I remove this piece here, and I lift the cover. Wow! So the inside of the cover is pretty much empty, and here is what we have, guys. It can turn like this for hours. It seems we have very good bearings, so by the looks of it, it is a quite simple gyroscope. We don't have a great deal of cables going here, just a few of them. So you can see it is mounted in this very serious die-cast aluminium piece. C'est fou, hein, l'ingénierie qu'il y a dans ça, là. C'est débile. Tu sais, c'est de faire passer ton courant dans des pièces mobiles aussi, qui est quand même un défi éventuellement. Ben oui, ben oui. But the other ones are bent. I'm sure if you can see. They are not straight, the other ones, but they have a cell model number. So I do not know what is the deal with it. So about the gyroscope part, we have rotary contacts either side. Here we have this axis with one kind of motor or resolver thing here, synchro resolving thing, but probably synchro transmitter even, which says which is the current position of the gyro. We have a second axis here, and this one can only turn a little bit. There is this plate here, which is actually the stop, and it is a little bit springy, so it will not stop too hard. And this screw here must be for precise balancing. And of course, in this part we have a gyroscopic wheel. 3 wires going inside here, probably for the motor of the wheel. And on the other side, we have 5 wires. Yes, so it may be a synchro transmitter also at this part. We have one in here also. C'est les bearings qu'il y a là-dedans qui doivent être sa coche en tabac. Ben oui. Except that it is very beautiful, as you can see. And it will turn like mais so ça tourne pas comme ça, mon gars. Non, parce que on aurait un problème. L'avion aurait un problème. So I will not take this further apart because it is probably very delicate, and we already see most of the parts except for the gyro wheel inside, but we know already what it looks like. So c'est pas pire, au moins il dit pas the. Ouais, parce qu'il y en a qui avaient des Z partout là. So of course it is Imperial screws everywhere. So I will replace the top cover and we will have a look at the electronics pack. Là, il va regarder en tour, il y a le motherboard ou les cartes mères. So to separate the electronics pack, it is just a matter of undoing 8 screws all around, and it will nicely separate into parts. With just one connector and one ground. Pas des vis qui sont cheap. Hein? Eux autres, ils savent comment manipuler un tournevis. Exact. Eux autres, ils savent. Hein, Patricia? So here we are. Hein? Ils savent comment manipuler un tournevis, eux autres. Là. Je sais pas de quoi tu parles. Connector here. So it is why it is not connected. It is perfectly normal. So I put aside the gyro part. So the gyro module, the bottom side is exactly like the top. Except that it is not painted, and there is one l'époque où on faisait tout avec quelques résistances. Ouais.
So what do we have Si t'arrives here? moins vite dans ce fil-là, puis Pretty encore moins cold. vite, puis encore moins vite, tu vas arriver à temps. But we see almost everything. I have a stack of 3 PCBs here, but I believe they will probably be more or less the same thing. So I am not sure if it is necessary to undo it or not. I will see. So maybe Et tous les fils dans le gros port sont branchés en quelque part sur le one time I take motherboard. it back, Ouais. so I can do it. So while I am doing this, you can see on the top, on the here, the very nice wire looms. Fait que tout ça pour dire Very, que very nicely les made. infos du gyroscope sont envoyées à une carte mère ou des cartes mères qui, In elles, here we have vont renvoyer de probably power supply l'information components. à l'ordinateur de bord Not sure if you will see at the pour être bottom capable here, but very d'opérer easy. la... Ben, les la- pilotes automatiques, entre autres, Ouais, c'est Corkwood. hyper nécessaire. Là. Components here. Donc, je ne Here. vais pas aller jusqu'à la fin de la There is présentation parce actually que the body il va aller très en of, détail, là, mais au moins on a vu un peu à quoi ça ressemble. C'est ça. Rotary Puis, contacts c'est you can vraiment turn cool de to voir comment cette adjust technologie-là est things. utilisée dans ces Here is contextes-là. the what I did believe was a light indicator, but it is a magnetic. Il faut dire aussi que les Ben oui. gyroscopes sont utilisés dans les drones. Les téléphones, oui, mais les drones sont vraiment une des technologies. Sans ça, ça ne peut pas marcher. Ben non, c'est ça. Là. On ne peut pas stabiliser rien de ce côté-là. Et évidemment, les hélicoptères qui utilisent beaucoup ça. Je vais vous montrer ici. En 2019, il y avait un article de Wired Magazine sur est-ce que les funky flying cars sont finalement les fameux hélicoptères du futur. En gros, bon, on voit un exemple d'un funky flying cars, mais je vais vous en montrer vraiment un funky dans quelques secondes avec un exemple. Puis c'est là qu'on voit que le gyroscope il est vraiment nécessaire dans ce genre d'appareil. Genre, la forme est vraiment tellement débile que sans gyroscope, tu peux rien faire. Avec Non, ça. c'est ça. Là, ici, c'est un prototype où c'est peut-être des photos d'esquisses de ce qui pourrait être fait pour qu'on puisse voyager dans ce genre de bidule-là au lieu d'utiliser une auto sur Terre. Mais là, on va aller voir un professionnel, j'ose espérer. On dirait que c'est un moteur de tondeuse, mais vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et clairement, si ce genre de technologie-là est utilisée pour des taxis de l'air, là, il nous faut un gyroscope, c'est clair. Là. Faut avoir confiance. Eh, tabarnak! Voyons donc. Oh boy! OK, non, on est dans un autre domaine. Là. Ouais. OK, il y a une affaire qui pèse 2 livres qui est capable de garocher dans les airs dans tous les sens, puis ça revient correct. OK. Ça revient correct, c'est ça. Genre, juste pour ceux qui moi je trippe un peu aviation, là, ceux qui suivent pas, là, les ultra légers hélicoptères, là, c'est tout sauf stable en passant. Là. Ça prend des capacités de débile pour conduire ça. Puis ce qu'il a fait avec un ultra léger hélicoptère, de le garrocher sur le côté puis de le ramener, il s'en serait pas sorti d'habitude. C'est ça, fait qu'il y a probablement un gyroscope, j'imagine, dans ça. Là. Il y a de quoi, c'est ce que là, je comprends, là, parce que... Ou c'est un pilote de fou, là. Ouais, c'est ça. Mais, je veux dire, quand on cherchait des vidéos avec gyroscope, ça sortait, donc... c'était assez... OK, je viens de comprendre qu'il y a une partie des mouvements qui est due à sa caméra 360. OK. OK, peut-être, là, qui amplifie peut-être certains mouvements. mouvements. Oui, qui donne une impression de mouvement alors que l'objet est peut-être en ligne droite, puis... Comme là, je suis pas sûr qu'il revient de base. Je pense que c'est sa caméra qui... C'est comme... laisse-moi avoir un léger doute. Ben, oui, il y a de l'air à faire un 360 parce que si la caméra est stable, elle. Non, ça n'a pas de sens. non. Écoute, il fait du voodoo. Oui, non, c'est marqué que...
C'était un acrobate. J'ai juste vu les premières secondes, j'ai dit, c'est trop bon, faut qu'on regarde ça, c'est trop bon comme vidéo. Fait qu'il y en a encore quelques minutes. Mais on va regarder la tige jaune, là, dans quel sens ça s'en va. Oui, ça, c'est pour la direction du vent. Là. Est-ce qu'il va faire un autre passe? Il va décrocher, non? Parce que là, t'as pas besoin de beaucoup de gaz, cette affaire-là. Là. Non, on voit plus sa tige jaune. La tige jaune reste dans le même sens. Fait qu'il fait pas ce qu'il est en train de faire là. Ah, elle vient de changer. Bon, ça, c'est le vent là, qui nous donne... Ouais, mais ça implique la direction. S'il est en train de faire un 360, sa tige va changer de bord. Ah ouais, il fait quand même le mouvement de côté. Là, oui, tu sais, faut y donner ça, là, tu sais. Ouais. OK. C'est... Fait que tout ça pour dire que, évidemment, dans les funky flying cars du J'étais en train de me demander s'il n'est pas devant un green screen. Ah ouais. Ouais, je regarde le découpage de lui par rapport à... Mais on voit l'ombrage en bas. Ouais, mais il y a de quoi d'un peu artificiel dans mon œil. D'habitude, j'ai tendance à détecter ce genre de choses-là, mais... Ah, ça se peut. Anyway. Écoute, moi, mais le but, c'était de montrer que... Ah ouais, c'est hot. Donc, ça va conclure ma présentation de cette semaine sur le gyroscope et j'espère que vous avez apprécié le... En tout cas, moi, j'étais... Wow. C'est vraiment J'embarque pas cool. avec lui. Non, ça, c'est sûr, parce que ça doit brasser en un temps, puis... moi, j'ai pris beaucoup l'avion dans ma vie. J'ai eu un vol parfait où quand tu atterris, tu sais même pas que tu as atterri, puis c'était assez nausée. C'était le monde s'en parlait même une fois sorti de l'avion tellement que ça avait été exceptionnel. Là. Smooth as butter, comme on dit. Ouais, mais ça n'arrive pas à Toronto, oublie ça, Chicago, oublie ça. Il y a bien trop de vent, puis ça brasse tout le temps. Là. Même des fois, ça brasse tellement que même les agents de bord ont de la misère à fonctionner. À se tenir assis. Ouais. Donc, ça conclut notre sujet de la semaine.